Bonjour, ici LT Survival. Dans la première partie de l'épisode 5 sur les azimuts, on va voir les azimuts et en fait les trois en or et la rose des vents. Donc, restez à l'écoute. On revient après ceci. Dans les temps anciens, on avait les Chinois, quand ils ont développé le compas, parce que les Chinois ont développé le compas il y a bien longtemps, ils l'ont exporté aux Européens. La navigation, parce que ça faisait d'abord et avant tout sur l'eau, était plutôt rudimentaire. C'est-à-dire, on utilisait la rose des vents comme orientation géographique de notre compas. Donc, dans les temps anciens, on utilisait des subdivisions plutôt pas archaïques, là, mais rudimentaires un peu. On avait divisé d'abord la rose des vents, le cercle complet de l'aiguille magnétique. On avait divisé en 4 cardinaux, c'est-à-dire les orientations générales, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, qui est toujours à droite d'une personne, et l'ouest. OK? Lorsqu'on regarde le nord. Donc, nord devant moi, l'est à droite, l'ouest à gauche, et le sud derrière moi, si je me figure là, dans ça, je vais vous montrer un petit graphique aussi des points cardinaux. Après les points cardinaux, on a sorti les intercardinaux parce qu'on voulait un petit peu plus de précision. Tu sais, s'en aller dans une direction, c'est pas toujours au nord, c'est pas toujours à l'est, c'est pas toujours au sud. Donc, on a divisé encore et on a été relativement simple. Entre le nord et l'est, on retrouve le nord-est. Basically, c'est une... Tu sais, on s'en va vers le nord, mais vers l'est, donc le nord-est. Même chose pour l'est et le sud, on est le sud-est. Ensuite, entre le sud et l'ouest, on a le sud-ouest. Et entre le nord et l'ouest, on appelle ça le nord-ouest. Très simple, très facile, OK, quand on utilise les lettres pour identifier les différents points cardinaux. Les intercardinaux, c'est la combinaison de ces deux lettres-là. Pour augmenter encore la précision de notre direction, les anciens ont divisé les intercardinaux en deux encore. OK? Donc, avec les cardinaux et les intercardinaux, il fallait avoir un système pour les numéroter. Donc, on voulait aller au nord-est, mais on voulait aller au nord plus que le nord-est. Donc, le nord-nord-est, OK? Le nord plus le nord-est, ça faisait le nord-nord-est, ce qui était l'intermédiaire entre les deux points qu'on connaissait, qu'on avait déjà nommés. Même chose entre le nord-est et l'est. On va d'abord nommer le cardinal, c'est-à-dire l'est, et ensuite nommer le nord-est pour identifier le point entre les deux. Et ça se répète toujours. Dans toutes ces subdivisions-là, on nomme toujours le cardinal d'abord, ensuite l'intermédiaire. Donc, entre le sud et l'est, on a le sud-est, et pour les points intermédiaux, étant donné qu'on va aller entre l'est et le sud-est, ça va être est, sud-est. Ensuite, ça va être est, ça va être correction, sud, sud-est. Et ensuite, on continue tout le tour comme ça. Je vais vous les nommer rapidement. Donc, entre le nord et le nord-est, nord-nord-est, est-nord-est, est-sud-est, sud-sud-est, sud-sud-ouest, vous allez voir l'image en même temps pendant que je parle, ouest-sud-ouest, ouest-nord-ouest et le nord-nord-ouest pour finaliser l'ensemble du tour de la rose des vents. Ça a permis de pouvoir naviguer grosso modo sur la planète. Quand Jacques Cartier a fait la traversée pour découvrir l'Amérique, c'est exactement ce qu'il utilisait et comment est-ce qu'on appelle ça? Un sextant. Et mon Dieu, les cours de marine reviennent tranquillement. Et le sextant, il utilisait le sextant avec la latitude, autrement dit, à partir de Saint-Malo, puis
à midi, il a déterminé c'est quoi la latitude, puis essayer de rester sur cette ligne-là tout en naviguant. Les courants l'ont déplacé à droite et à gauche et il a compensé à chaque jour, vérifiant à midi sa latitude, il pouvait compenser s'il était trop au sud ou trop au nord, ce qui fait que une fois il s'est ramassé dans le sud, puis l'autre fois il s'est ramassé à Gaspé et il a trouvé le continent nord-américain. Okay? C'est la façon dont les navigateurs naviguaient la planète, même quand ils ont commencé à traverser régulièrement, ils savaient qu'il fallait qu'ils maintiennent une certaine latitude en maintenant cette latitude-là toutes les midis. Des fois, ils finissaient quelques centaines de kilomètres là, au sud du rivage d'où ils voulaient arriver, mais au moins, quand ils avaient frappé la masse de terre, ils pouvaient commencer à remonter ou explorer selon les besoins, voulant trouver une traversée vers l'est, vers l'Orient. À ce moment-là, il s'enfonçait dans le continent à différentes places. Mais ça, c'est de l'histoire. Pour raffiner notre utilisation de la rose des vents, on a commencé à vouloir la numéroter, c'est-à-dire que on connaissait déjà le système de par le sextant. On avait déjà un système qu'on avait établi en degrés, c'est-à-dire que le système de degrés était déjà connu mathématiquement là, pour diviser des angles. Diviser les angles dans un cercle complet, donc de 0 à 360, tout le monde connaît que c'est le nord, 90 degrés est à l'est, le sud est à 180 et 270 pour l'ouest. Donc, le système de rose des vents a été remplacé. On a quand même gardé la terminologie du nord-est là, des cardinaux. Quand même dans l'utilisation, mais on utilisait de plus en plus des directions physiques. Surtout quand on a commencé à travailler avec des compas qui étaient compensés pour le vrai nord, donc pas magnétique. On a pu utiliser les degrés exacts comme direction, ce qui raffinait encore plus la façon dont on pouvait naviguer. Jacques Cartier avait accès à ça, mais je pense, et je vais faire une extrapolation, que les navigateurs naviguaient plus par les points cardinaux là, et les intercardinaux puis les intermédiaires que strictement par les degrés parce que la navigation n'était pas aussi précise que ça. Les degrés étaient peut-être pas autant utiles, c'était plus facile de naviguer vers le sud-sud-est et atteindre notre objectif puisqu'on voulait atteindre l'objectif général et non pas l'objectif spécifique, là, l'entrée du Saint-Laurent, par exemple. C'est venu un petit peu plus tard dans la navigation quand ça s'est sophistiqué. Par la suite, beaucoup plus tard, là, c'est une application militaire ou plutôt d'arpentage là, qui a été utilisée. On a commencé à utiliser le système métrique des milliradians, qui est une autre subdivision du cercle, mais qui est plus précise. On les appelle les mills, en langage courant, on va souvent appeler ça mills ou degrés. Vous pouvez acheter les boussoles en mills ou en degrés aussi si vous le désirez. La différence, c'est que le mills, le 360 degrés, notre cercle, je vais vous montrer une rose des vents encore, 6400 degrés, 6400 divisions, donc des angles. Il y en a 6400 subdivisions d'angles dans un cercle complet. C'est l'utilisation des mills dans la navigation, c'est beaucoup plus militaire comme origine là, que l'utilisation des degrés est pour les bateaux, pour la Navy, et pour l'aviation en général, je crois. Je pourrais pas vous garantir, mais je sais que l'armée, on utilise beaucoup la navigation par mills, navigation terrestre, parce qu'on est capable d'atteindre un petit peu plus de précision au niveau de notre déplacement. Donc, les mills, on a 0 ou 6400 mills vont indiquer le nord, 3200 pour le sud, 1600 pour l'est, le 90 degrés, et 4800 pour l'ouest. Donc, beaucoup de gros chiffres, là, mais on va enlever les 2 zéros sur l'échelle de notre boussole pour pouvoir avoir de la place, les écrire là, sur notre cadran. Mais on va le voir avec précision un petit peu plus tard. Mon chien veut vraiment rentrer, sortir tout le temps il commence à faire beau. Donc, ça établit nos cercles pour la navigation.
c'est relativement théorique. Vous avez vu des images, là, donc ça va vous permettre de pouvoir juger des deux systèmes. Okay? Un petit peu plus de précision au niveau du mills qu'au niveau du degré, même si nos boussoles ont un espace limité pour l'utiliser. Au niveau de l'arpentage, surtout avec les systèmes électroniques aujourd'hui, ils peuvent aller chercher une précision là, de moins de 10 cm, je crois, là, quand ils mettent les systèmes GPS là-dedans, en plus au niveau de l'arpentage lui-même. Tandis que nous, on recherche une précision de quelques mètres à 10 mètres, là, probablement, là, dans notre déplacement terrestre. Il y a 3 types de nord quand on parle de navigation terrestre, maritime ou aérienne, là, quand on parle de navigation en général, là, pour ce qui est l'utilisation d'une carte et d'une boussole, il y a 3 nords qu'il faut tenir compte. Il y a le vrai nord, c'est le pôle nord, c'est l'axe de rotation de la planète qui pointe vers l'étoile polaire. Là. Ça, c'est le vrai nord. Pour ce qui est du nord magnétique, le nord magnétique est créé par le champ magnétique qui sort quelque part par la grosse boule de magma métallique là, qui tourne dans le centre de la planète. Ça wobble, ok, ça oscille, ok, et au fil des années, ça se déplace aussi. Mais généralement, le nord magnétique, qui est presque au nord, presque à la même place que le nord, mais plus dans l'Arctique canadien, les îles Ellesmere, là, c'est là où le champ magnétique sort et que le pôle nord magnétique est. Je vais vous montrer une image là, du champ magnétique ou un graphique là, du champ magnétique et de où il sort, donc pour vous donner une idée qu'il n'est pas tout à fait dans le même angle que l'orientation du nord géographique. Et le troisième nord, ben, c'est le nord du quadrillage de la grille qu'on a sur notre carte. OK, comme cette carte-ci. Si vous voyez, je vais essayer de voir dans mon écran, si vous voyez, oui, on voit les lignes bleues ici, là, qui vont nous amener, OK, à pointer vers le nord, là. On voit toutes les petites lignes bleues. Ouais, on les voit, là. On en voit plusieurs. Ça pointe vers le nord. Puis, on a un beau graphique sur notre carte que je vous avais déjà montré, les 3 nords, OK, juste ici. Donc, ça, c'est un graphique que probablement va être inséré là, dans la discussion qu'on a. OK? Donc, ça, ce sont nos 3 nords qu'on retrouve au niveau de la navigation. OK? Si vous êtes dans la marine, il y a un gyrocompas et dans l'aviation, vous pouvez travailler directement avec le vrai nord, c'est-à-dire tout est compensé déjà pour avoir des vraies directions avec le vrai nord. Donc, souvent, les cartes vont être en latitude-longitude, puisqu'elles représentent le vrai nord tout le temps. Les lignes de longitude vont toutes se croiser au pôle nord, et c'est comme ça qu'ils ont fait les premières cartes. OK? Pour nous, militaires, pour nous cadets, là, pour nous les militaires, on utilise des cartes de papier. Ben, afin d'écraser l'orange sur une feuille de papier, il a fallu déformer puis rentrer des carrés à l'intérieur de ces ovales-là de croissants d'orange là, qui nous ont permis d'établir une carte avec la projection de Mercator. J'en ai parlé un petit peu dans une autre vidéo où la grille, c'était la projection de Mercator. Et c'est une déformation légère de notre carte. Ce qui fait que nous, on va utiliser... Donc, on a 3 bearings aussi, considérant qu'on utilise et le magnétique et celui de la grille. Donc, 3 bearings qu'on va devoir définir. Okay, on a l'angle, celui du grillage, l'angle entre 2 points sur une carte avec nos lignes de 0 qui sont la ligne de nord, les easting. On a les bearings magnétiques, celui utilisé par nos boussoles que l'aiguille pointe toujours vers le nord magnétique et l'angle dans lequel on veut s'en aller. Et, surprenamment, c'est pas le vrai nord, c'est pas le vrai bearing, ok, c'est ce qu'on appelle communément le back bearing, là, ou le
le contre-azimut, okay, en français. Le contre-azimut, c'est la direction inverse qu'on est allé pour pouvoir revenir. Généralement, si on travaille en milles, on va utiliser 3200 pour totaliser, pour trouver notre contre-azimut. Si je m'en vais à l'est, OK, c'est 1800, ben mon contre-azimut va être 1600. À l'est, mon contre-azimut va être 4800. OK, mills. Si c'est en degrés, ben c'est 180 degrés de différence. Donc, si je m'en allais à l'est à 90 degrés, je vais revenir à l'ouest à 270 et vice-versa pour les façons de le faire. Donc, les bearings, les contre-azimuts, c'est pour pouvoir revenir sur nos pas. Et là, je dis bien sur nos pas. Donc, on est parti dans une direction spécifique et on est revenu dans une direction très spécifique. Ça marche bien, à moins que tu sois à la chasse ou dans des activités où tu explores un territoire. Là, à ce moment-là, peut-être qu'il sera plus approprié. Je vais ajuster mon écran pour mieux voir ce que je vois, ce que je fais. Là, il sera peut-être plus approprié d'utiliser un azimut de sécurité. L'azimut de sécurité, c'est quoi? L'azimut de sécurité, c'est un azimut qu'on va présélectionner puis qu'on va garder en mémoire afin de sortir de notre territoire vers un obstacle connu. OK? Puis cet obstacle connu va nous donner la direction à laquelle retourner pour récupérer notre véhicule, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On rentre, on chasse souvent à partir d'un rang sur lequel on va conduire avec notre véhicule, puis il faut pouvoir rentrer dans le territoire, puis là, on va soit aller dans une direction spécifique ou aller selon le bien vouloir là, de ce qu'on va rechercher comme gibier. Ce qui fait qu'on va marcher dans le bois, pas nécessairement sur un azimut direct, mais plutôt sur une direction en général. Et puis on va dévier vers une certaine direction. On peut faire le choix de rentrer dans une certaine direction et tourner à droite pour suivre cette route-là, là, mais à partir d'un demi ou 1 kilomètre à l'intérieur du bois et pas avoir nécessairement de vue. Fait qu'on va y aller globalement dans cette direction-là et on va se servir d'un azimut de sécurité pour ressortir sur cette route-là. L'objectif, c'est de ne pas sortir à n'importe quelle place par rapport à votre voiture. Parce que si vous sortez derrière votre voiture et vous descendez vers le sud, par exemple, pour essayer de retrouver votre véhicule, vous allez vous éloigner du véhicule au lieu de vous approcher du véhicule. L'objectif de l'azimut de sécurité, c'est d'avoir un azimut que je sais que dans la direction que je vais rentrer, si je sors avec cet angle-là, donc un azimuton, je rentre au nord-est et je sors carrément au lieu de sortir au sud-ouest, mais de sortir au sud-sud-ouest, ben j'ai des chances de sortir en avant de mon véhicule plutôt qu'en arrière. Et quand je vais arriver sur la route, je vais savoir que je vais descendre vers le sud-ouest pour pouvoir récupérer mon véhicule. Donc, si je rentre au nord, OK, je vais peut-être sortir, au lieu de sortir à 180 au sud, ben je peux sortir à 150. Donc, je sais que je vais m'éloigner de mon véhicule. Oui, je vais m'éloigner de mon véhicule, mais je veux savoir dans quelle direction mon véhicule est. C'était une façon que les militaires utilisaient. Arrête, Evan. C'était une façon dont les militaires avaient lorsqu'on avait une zone où on devait travailler, d'avoir une sortie vers un obstacle connu qui nous permettrait après ça de se regrouper si jamais tout allait mal. Donc, quand on devait se tomber en retraite là, non organisée, ben on pouvait partir dans cette direction-là et aller jusqu'à l'obstacle. Une fois à l'obstacle, on pourrait se regrouper et finir par pouvoir retrouver tout le monde et pouvoir procéder vers un point de ralliement là, plus complexe. De cette manière-là, on n'avait pas nécessairement à avoir sur nos cartes des indications où on devait aller. On les avait en mémoire et c'était simple parce qu'on sortait sur un bearing très connu qui disait rien d'autre qu'on pouvait le marquer sur nos cartes, même 180 par exemple, puis on partait à ce bearing-là, puis on se retrouvait sur une route nue, sachant qu'est-ce qu'on recherchait sur cet azimut-là. Donc, c'était une façon là, d'avoir une information qui était relativement simple
à retenir, puis de pouvoir récupérer notre monde à la bonne place. L'utilisation d'un obstacle en navigation, souvent en navigation terrestre principalement, surtout quand on est dans des boisés assez denses où ce que la déviation peut se faire sans qu'on puisse la corriger, est un avantage certain parce que l'obstacle, c'est quelque chose que vous ne franchirez pas immédiatement ou sans vous rendre compte que vous le franchissez. Donc, ça va vous donner un point d'arrivée connu où vous allez pouvoir corriger toute erreur de navigation en cours de route, ce qui arrive très souvent là, au niveau de la navigation terrestre, puisqu'il y a des obstacles qui vous obligent à aller contourner à droite ou à gauche. Donc là-dessus, on va arrêter l'épisode là. On va passer à la partie 2 dans la partie pratique, c'est-à-dire au-dessus de la table sur la carte, il faut d'abord savoir prendre un azimut avec nos instruments sur la carte. Puis ensuite, on va aller en extérieur pour la partie 2, pour la suite de la partie 2. Là. On va aller en extérieur vous montrer comment on prend un azimut en une direction générale. Le beau temps s'en revient, ça va devenir un petit peu plus le fun de marcher au Mézeray, par exemple, ou dans une autre place pour pouvoir vous donner une vidéo un petit peu plus intéressant. Donc, ça conclut l'épisode. J'espère que vous avez aimé. Donnez-y le thumbs up, le partage et l'abonnement serait encore plus apprécié. Si vous avez des commentaires, laissez-les en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On va vous revoir dans le prochain épisode.